à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans le podcast de Raconte-nous et comme chaque mardi, on met en lumière un métier ou un parcours de vie. Et aujourd'hui, on est avec Christelle. Christelle qui est... Du premier battement de ton cœur à ton premier rire, Raconte-nous. De ton parcours d'enfant à tes passions en passant par ton apprentissage scolaire, raconte-nous. De tes premières réussites à ton premier emploi, raconte-nous. De tes obstacles à ta remise en question, raconte-nous. Mais quelle est ta véritable passion? Viens nous raconter en toute simplicité. Qui est hypnothérapeute et coach professionnel. Trop bien, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui sur notre podcast. Avant d'en parler un peu plus davantage, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi consiste ta profession actuelle? Alors, je fais une partie hypnose, donc je suis hypnopraticienne, hypnothérapeute, où je vais recevoir des personnes en cabinet d'hypnose sur des sujets qui peuvent être variés, mais je suis un peu plus spécialisée sur la partie professionnelle, avec ma casquette coach professionnel. Donc je vais accompagner des personnes qui vont avoir des sujets de motivation, qui sont dans la recherche d'emploi ou post-burnout. Aussi beaucoup post-burnout pour les aider à reprendre confiance en eux, à travailler sur leur estime de soi et à repartir sur de bonnes bases. Sur de bonnes bases. Trop bien. Trop bien, alors on va en parler davantage. Avant ça, pour cette saison 2, nous avons une question que nous posons à tous nos invités. Okay. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je voulais savoir quel a été ton dernier fait marquant au cours des derniers mois, que ce soit pro ou perso, quelque chose qui t'a marqué, où tu as eu vraiment une prise de conscience. Waouh. Bienvenue dans le podcast. Alors sans présentation en mode allez vas-y, je vais venir. C'est une question intéressante que je me pose pas tous les matins en me levant. Chose marquante, la dernière marquante. Eh bien, je parlais plutôt d'une discussion que j'ai eue avec une amie qui m'a parlé de ma reconversion et du fait que j'ai changé de métier, etc. Et qui m'a dit tu aimes bien te faire du mal. Et en fait, la première réaction que j'ai eue à l'intérieur et ce que j'ai pensé, c'est en fait, t'as rien compris. Et pour moi, c'est assez marquant parce que c'était pas quelque chose que j'avais prévu. On en reparlera après, voilà. Mais cette réaction très spontanée me disait ouais, non, mais c'est bon en fait, tu t'es pas trompé, t'es au bon endroit. Justement, et donc ça a créé un peu l'effet inverse. Et pour moi, c'était un événement un peu marquant. Ouais, une prise un peu de conscience. C'est ça. Ouais, complètement. Trop bien. Avant de te parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui, Christelle, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Okay. Peux-tu nous dire où est-ce que tu as grandi et comment tu étais quand tu étais plus jeune? Alors, j'ai grandi dans l'Oise parce que mon père travaillait à Air France et donc du coup pas très loin de Charles de Gaulle, de l'aéroport. Comment j'étais quand j'étais petite? C'est vaste comme question. Plutôt à vouloir être bonne élève, plutôt à vouloir être première de la classe, même si c'était pas toujours réussi, mais voilà, j'étais plutôt studieuse, je faisais de la musique, voilà, et donc voilà, une enfant plutôt calme et studieuse. Ouais, très sérieux, assidue, plutôt sur le devant, à l'école, plutôt alors, pas complètement sur le devant, parce au milieu, voilà, au milieu, et puis voilà, moi j'ai, comme beaucoup d'enfants, malheureusement vécu du harcèlement scolaire. Ouais. Et donc ça a ébranlé un petit peu, je pense aussi, ma façon d'être. Ta confiance en toi, en soi, pardon. Ouais, la confiance en soi et surtout l'adaptation, c'est-à-dire que je pense que j'ai pas été la petite fille comme j'aurais voulu être totalement parce que j'ai mis des filtres pour me protéger, pour protéger ce que j'étais. Et donc il y a peut-être des choses qui sont pas exactement ce que j'aurais voulu être maintenant. Et est-ce que tu estimes que ça a changé quelque chose dans ta scolarité et dans les choix que tu as fait parce qu'effectivement, donc, on grandit, on passe de l'école au bac, puis aux études supérieures. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a ébranlé aussi dans les choix que tu as pu faire ou pas du tout ?
Complètement, au final. Déjà, avec le harcèlement, j'ai dû changer d'école. Alors, j'étais en primaire, collège. Donc déjà, ça fait changer un petit peu et c'est déstabilisant, effectivement. Et sur mes choix d'études supérieures, j'étais dans une école qui avait une idée. Alors, c'était il y a 20 ans, hein, donc 20-25 ans. Et c'était une école où il y avait encore bac S, ES et L. C'était assez clair que S c'était les meilleurs, ES c'était les moyens et L c'était les moins bons. Alors que ça n'a pas de lien forcément, mais c'était comme ça. Mon grand frère a fait S et j'étais dans l'optique de me dire, et mes professeurs disaient tu as les compétences pour faire S, donc fais S. Donc j'ai souffert le martyre parce que je suis arrivée en filière S avec des moyennes à 7, 6, enfin voilà, ça a été l'enfer. J'ai eu mon bac à 11. Wow, voilà. Ce qui est assez drôle, et l'anecdote là-dessus, c'est que j'ai eu mon bac grâce à mes matières littéraires. Ah bah finalement, c'est ça quand même. Heureusement, il y en a quelques-unes quoi. C'est ça, en gros, je crois que j'avais eu 18, 16 en anglais. Et j'ai dû avoir, si j'avais eu la moyenne en maths, mais sinon ma spé qui était bio, j'ai eu 8, en physique, chimie, j'ai eu 7, enfin, je me rappelle plus exactement des notes, mais en vrai, voilà, c'est ça. Et donc, j'ai fait S parce qu'on m'a poussé à le faire. Et quand je suis arrivée en S, j'avais déjà l'idée, à cette époque-là, de faire de la psychologie. Je voulais faire de la psychologie, en tout cas, c'était une idée que j'avais. Sauf qu'on m'a dit, non mais en fait, la psychologie, c'est pour ceux qui font L. Toi, tu fais S. Quand on fait S, on peut au moins, c'était exprimé comme ça, faire une école de commerce ou médecine. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement... parce que j'ai continué à avoir du harcèlement, même au collège-lycée, j'étais tellement heureuse d'avoir mon bac qu'au final, je me suis retrouvée un peu 2 ans après mon bac à flâner parce que je ne savais plus ce que je voulais faire. Et j'étais vraiment embrouillée par tout ce qui s'était passé autour de toi, et donc, voilà, j'ai mis 2 ans à me remettre sur des rails. Super intéressant. Et du coup, donc effectivement, tu as ton bac. Dans quelles études tu te lances et même quelle voie professionnelle, tes tout premiers pas dans la voie professionnelle? Alors, en me renseignant donc pendant ces 2 années, je me suis inscrite en fac d'anglais parce que je me suis dit l'anglais, ça me servira toujours. J'aime cette langue, etc. Voilà. Bon, je suis pas restée très très longtemps, je suis pas allée très très souvent non plus. Mais voilà, donc j'ai commencé à travailler. Donc j'ai travaillé dès que j'avais 18 ans, je travaillais. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait rentrer en école de commerce autrement que par la voie prépa et par des voies passerelles. Et je me suis dit, la prépa, de toute façon, moi, je peux pas y aller. Mais le BTS, qui pourtant était réservé dans mon école au bac techno, on disait non, on fait pas de BTS quand on fait général, etc. Au final, je suis rentrée en BTS, où je me suis éclatée pendant 2 ans. En plus, j'étais en alternance, donc l'équilibre travail, etc. C'était top. Et je me suis éclatée vraiment en termes de notes. En plus, c'était... ça fait du bien. Après le bac S, la physique, chimie, voilà. Et j'ai fait les concours d'école de commerce où j'ai été prise dans plusieurs écoles. Et j'ai choisi une école de commerce, donc maintenant qui s'appelle Éclore. Voilà, on en reparlera après, mais je suis maintenant intervenante dans cette école. Ah, génial. Voilà. Et qui s'appelait l'ESC Po, donc qui était une ESC à l'époque, qui l'est toujours, mais qui n'a plus le même nom. Et donc je suis rentrée dans cette école, j'ai fait une première année en initiale, un stage à l'étranger, ensuite j'ai repris en alternance, c'était important pour moi de travailler. Et voilà, j'étais diplômée. Et ça t'a fait du bien, même parce que j'imagine que là il y avait quand même plus d'harcèlement aussi, cette partie qui t'avait quand même assez touchée et heurtée précédemment. Là c'est derrière toi à ce moment-là, du coup tu te redécouvres même un petit peu toi, tu t'éclates déjà dans la filiale, voilà, enfin les notes, ok, mais toi aussi tu prends plaisir et j'imagine que les gens aussi sont davantage bienveillants, quoi. Oui, je me sens vraiment à ma place quand je suis en école de commerce. Quand je suis en école de commerce, je m'amuse, je sors, j'ai un groupe d'amis, enfin voilà, et donc j'y ai rencontré d'ailleurs mon meilleur ami que j'ai toujours aujourd'hui.
Oui, donc il y a vraiment ce passage-là où, ça y est, en école de commerce, j'ai dit c'est bon, je suis au bon endroit, en tout cas. J'ai trouvé, enfin. Donc tu as ton diplôme, Christelle. Quelle voie professionnelle tu décides dans un premier temps d'emprunter et pourquoi? Alors, c'est marrant parce que c'est aussi la voie qui m'a choisie plutôt que moi qui ai choisi. Je voulais faire, je voulais faire une spécialisation RH. D'accord. Qu'il y avait dans mon école. Donc j'avais gardé ce côté humain. D'accompagnement, etc. Et l'année où j'ai voulu le faire, elle a été supprimée. Et hop, bec dans l'eau. Ok. Et donc du coup, je suis partie en marketing international je voulais pas faire forcément de marketing. Mais je me suis dit, bon, faut faire quelque chose, voilà, on fait ça. Et en fait, mon stage à l'étranger, où j'ai commencé, alors c'était il y a quelques années, hein, c'était en 2008, donc Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui. Il y a quand même 2000 et quelques, donc c'est bon, ça passe. C'est ça, mais bon, c'est il y a 16 ans. Voilà. Internet n'était pas ce que c'était aujourd'hui, et c'est là où j'avais commencé à travailler un peu sur Internet, ce qui fait que ça m'a permis, pour mon alternance dans l'école, d'entrer chez Quicksilver, donc au Pays Basque, dans l'équipe e-commerce. Alors j'avais un titre qui était un peu bizarre parce qu'à l'époque il n'y avait pas traffic manager, etc. J'avais un titre un peu bizarre, communication. C'était très global, Internet, communication, c'était tout ce qui était lié à Internet, quoi, en fait. Complètement, et c'était au tout début. Et donc c'était hyper intéressant parce que je montais les choses avec mes prestataires. C'est-à-dire que on crée des choses. C'était le début de l'affiliation. Mon meilleur ami était dans une entreprise digitale aussi. Et donc on échangeait et on a travaillé même ensemble à ce moment-là. Et c'était ça qui était hyper motivant, valorisant, c'est qu'on montait des choses et on créait des choses. Donc c'est là où j'ai commencé à faire du digital et je me suis dit mais en fait c'est génial, ça évolue tous les jours, je veux faire ça, en fait je veux continuer dans ça après. Ouais, donc finalement, donc effectivement c'est la voie qui te choisit en premier plan, quoi. Mais tu te dis, mais en fait, je m'éclate. Et donc, à ce moment-là, tu passes combien de temps dans combien de boîtes différentes dans ce secteur-là Alors, combien de temps? En tout, j'ai travaillé 13 ans dans le digital. 2 ans chez Quicksilver et 11 ans en CDI. Combien de boîtes j'ai fait c'est pas ça. En fait, après mes études, je suis rentrée dans une entreprise de B2B de logiciels. Ça m'a assez peu intéressée. Je voulais vraiment faire du B2C, donc j'y suis restée 6 mois. Et je suis revenue dans le textile. Donc j'ai travaillé d'abord chez Armand Thierry. Armand Thierry, très franco-français. Je voulais quelque chose d'international, donc je suis passée chez Célio. Célio, c'est là où j'ai vraiment monté ce que j'allais être, puisque j'étais traffic manager, j'ai monté une équipe, j'ai monté quelque chose au niveau du siège, marketing digital, etc. J'y suis restée un peu plus de 5 ans. Et puis, je suis allée toujours dans le même domaine chez GPE, Sergent-Major, du Paris Même et Natalis. Pour tester aussi cet univers multimarque. Voilà, travailler sur plusieurs marques avec plusieurs cibles différentes. Et puis, c'est... alors déjà chez Célio, ça commençait à y avoir des choses qui commençaient à être plus très très alignées. Après, ça n'a fait qu'augmenter. Et quand j'ai terminé chez Célio, je me suis dit, bon, en tout cas, Célio et GPE, je me suis dit, là, il faut que j'arrive à savoir, est-ce que c'est mon métier qui ne me plaît plus ou est-ce que c'est l'environnement? Parce que quand j'ai changé d'entreprise, j'ai retrouvé à peu près la même chose et je me suis dit, là, il y a un truc qui ne fonctionne plus, en tout cas dans ce que je fais. Je m'y retrouve plus forcément. Et donc après GPE, j'ai décidé d'aller en start-up, voilà, qui s'appelait Prêt à pousser, qui était des potagers d'intérieur. Là, effectivement, l'environnement était extrêmement différent. J'étais plus dans une multinationale, plus une centaine, etc. Il y avait une liberté que j'appréciais beaucoup, pour le coup. Et ça, c'était vraiment assez chouette. Mais au final, la lune de miel qu'on appelle après l'entreprise a duré que quelques mois. Au final, elle a duré 6-7 mois. Parce que après, l'entreprise a évolué, il y a des choses qui ont changé, etc. Et je retombais un peu dans les travers que j'avais eu chez Célio déjà.
parce que déjà chez Célio, j'étais pas passée très très loin d'un burn-out. D'accord. Et là, je retombais dans ça. Et du coup, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Au final, avant que je le décide, la vie l'a décidé pour moi, puisque j'ai eu un licenciement économique. Et ensuite, ce licenciement économique a amené d'autres choses derrière. Et justement, Christelle, t'en as un tout petit peu parlé à la fin. Quel a été le déclic, en fait, ou le switch que tu as eu de passer, en fait, du salariat à l'entrepreneuriat? Est-ce que, justement, c'est grâce à ce que tu as dit précédemment, ou est-ce que c'était un peu une idée que tu avais déjà dans la tête d'entreprendre, cette envie d'impacter, de créer, d'amener aussi, toi, ta petite touche? Enfin, quel a été ton déclic, en fait? Alors, il n'y a pas eu un déclic. Ça s'est fait vraiment hyper progressivement. On m'aurait dit il y a 2 ans et demi, quand j'ai eu mon licenciement économique, tu vas être indépendante. Mais jamais de la vie. Jamais. Ah, vraiment. Ah ouais. Vraiment. Et je le disais, je suis pas entrepreneuse, je suis intrapreneuse. J'aime faire des choses dans les entreprises, mais pas du tout entrepreneuse. C'est pas mon mindset, c'est pas. Enfin voilà. Et c'était quoi? C'était la peur ou c'était vraiment en mode juste non, c'est même pas dans mon champ de. Enfin, je l'imagine même pas quoi. Enfin... en fait, je me disais, j'ai pas d'idée déjà, je sais pas quoi faire. Et puis. Oui, il y a une histoire de sécurité. Enfin, j'ai été élevée dans une famille où on aime bien la sécurité aussi. Je pense que tous les parents veulent que leurs enfants soient en sécurité. Et moi aussi, j'avais toujours vécu ça, etc. Et donc, non, il n'y avait pas du tout ce sujet-là. Et même quand j'ai commencé à faire ma formation en coaching, en hypnose, etc., au début, je le faisais parce que j'étais en licenciement économique, que j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait. Pour moi, donc je voulais pas forcément devenir indépendante. Après, il y a d'autres choses qui sont entrées dans la balance. Quand j'étais chez Célio, je suis tombée malade. J'ai été arrêtée pendant un peu plus d'1 an. C'était pas une maladie très cool. Et ça aussi, ça fait changer le mindset. Ça fait changer. Quand on tombe malade, on nous dit, vous allez voir, vous n'allez plus penser de la même manière, etc. Et puis on regarde un peu en disant, oui, enfin ça va. Oui. On va gérer ça et puis on va revenir à notre petite vie tranquille d'avant. Enfin, tranquille, entre guillemets, mais on va revenir à notre vie d'avant et voilà. Et en fait, non. Et pareil, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est des choses qui arrivent au fur et à mesure parce que quand on côtoie les hôpitaux, qu'on côtoie des médecins, etc. et qu'on côtoie quelque part aussi un petit peu la mort, et ben on voit pas les choses exactement de la même manière après. Et donc ça ébranle aussi la façon de voir et l'intuition que ça va marcher. C'est un peu difficile à expliquer, mais j'ai cette intuition très forte que ça va marcher, qui était la même que quand je suis tombée malade, en me disant mais j'ai l'intuition que ça va durer tant de mois et c'est fini en fait. Il y a pas de sujet, je vais pas mourir, il y a pas de choses comme ça. Et donc ça m'a un petit peu, disons, donné le ton de regarde, c'est la même intuition que tu as là par rapport à ce qui s'est passé, ça va marcher. Ouais. Tu t'es prouvé face à cette maladie du coup que en fait tu avais cette intuition là et qui s'est du coup confirmée. Donc tu t'es dit mais en fait si c'était aussi fort pour moi personnellement, ça peut l'être aussi du coup professionnellement en fait. C'est ça du coup qui... C'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, parce qu'il m'a fallu 1 an et demi, préparer, tester, se dire bon j'ai quand même une voie pour revenir à ce que je faisais avant, etc. Là aujourd'hui, je l'ai toujours, cette intuition ne m'a pas quittée et c'est la même. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais j'ai la même intuition qui fait que je me dis mais ça va marcher. En fait. Mais ça t'a changé quand même du coup, quand on dit effectivement que ça te change ta vision, ta façon de voir la vie. Est-ce que du coup avoir vécu ça t'a changé dans tes prises de décision aujourd'hui? Si tu n'avais pas eu cette maladie-là, est-ce que tu te serais lancée, tu penses? Non. C'est vrai? Je pense pas. Mais je pense que les choses arrivent pas par hasard. Elles nous emmènent sur des voies. Et si j'étais pas tombée malade, et je dirais même plus, si j'avais pas eu ce licenciement économique derrière, je serais pas là aujourd'hui. Mais
pour moi, il n'existe même pas le si, parce que ça devait se passer comme ça, parce que on met les choses, voilà, ça fait partie du chemin, et que je regrette rien de tout ce qui s'est passé. C'est assez dingue, on pourrait se dire, mais je regrette pas d'avoir été malade. Bah, déjà, c'est passé, c'est fait, et aujourd'hui, bah, j'essaie de me prendre le positif, en fait, justement, de ça. Et le positif, c'est que j'en suis là aujourd'hui. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, donc là, tu te dis, ok, donc il se passe ce licenciement, je me lance un peu dans cette voie-là, mais parce que bah, finalement, il y a des formations, je peux prendre des formations et que c'est sur le coup, c'est plutôt cool là. On est en France et on a de la chance. Licenciement économique, c'est quand même une belle invention. Exactement, bien. Franchement. Et donc, mais du coup, au moins, tu l'as utilisé pour le coup. Pourquoi t'aurais pu faire une formation, j'imagine, qui te propose des formations sur 1001 choses. À ce moment-là, tu te dis, attends, je me souviens qu'à 18 ans, en fait, en sortant de bac, je voulais quand même faire psycho et donc potentiellement cette voie-là, ça me parle un petit peu. Ou en fait, à ce moment-là, tu te dis, comment tu fais ton choix, quoi, parmi le panel de formations qu'on peut proposer, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, pas du tout la psycho. Ouais, okay. Dans un premier temps, pas la du psycho, tout la psycho. Parce qu'en fait, la psycho, dans la tête, c'est... Non, mais en fait, la psycho, c'est 5 ans d'études. Laisse tomber. Ouais. Enfin, là, c'est 1 an. Okay. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce temps-là? Mais par contre, il y avait cette idée d'aide à la personne. D'accord. D'aider les gens. Quand j'étais dans ma dernière entreprise, j'avais eu une discussion avec une de mes collègues qui était un peu perdue, etc., et qui avait envie de partir. Et en fait, on avait eu des discussions qui fait que je dis, mais en fait, il faut que tu choisisses ce qui est le mieux pour toi, etc. Et elle était revenue vers moi en me disant, mais notre discussion a fait que je suis partie. Je sais que ça t'a mis pas bien dans l'entreprise parce qu'on travaillait ensemble et que du coup, j'ai récupéré des choses. Mais même si ça te mettait pas bien toi, tu m'as dit ce qu'il fallait me dire, en fait. Et c'est des choses qui revenaient assez souvent. C'est-à-dire qu'on venait me voir. Enfin, j'étais un peu une personne qu'on venait voir assez facilement quand on avait envie de discuter, etc. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas faire quelque chose, quelque chose qui me fasse plaisir. J'avais rencontré une personne de Pôle emploi quand j'avais expliqué mon histoire qui m'a dit, waouh, mais faites-vous plaisir pendant 1 an là. C'est ça, prenez du recul, faites-vous plaisir, posez-vous. C'est full formation, là, choisissez là. Là, c'est open bar, prenez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Et j'avais vu ce diplôme de coach professionnel qui avait l'avantage, alors maintenant c'est plus le cas, mais qui avait l'avantage d'être un diplôme d'État. Et quand c'est un diplôme d'État, c'est beaucoup plus facile à faire payer, en tout cas par France Travail. Et j'ai choisi une des écoles qui était reconnue dans le coaching, mais surtout qui avait en plus une spécialisation en hypnose. D'accord. J'avais jamais fait d'hypnose. Ok. Jamais. Même toi-même. Même moi-même, et j'aurais pu. En plus, en étant malade, j'aurais pu. Mais non, j'en ai jamais fait. Mais je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai commencé du coup cette formation et j'ai commencé la spécialisation et je me suis dit, c'est génial. C'était pas Eureka, mais c'est plutôt, j'adore ça. L'hypnose, c'est top. Moi qui me suis toujours considérée comme une technicienne parce que j'avais un travail très technique avec des chiffres, je faisais pas de créa. Et j'aimais pas trop ça quand je travaillais. Et là, je me suis découverte en mode, mais en fait, l'hypnose, c'est un champ des possibles énorme. Où on peut développer sa créativité dans tous les sens. Bon, on garde bien sûr les protocoles, mais en fait, on peut y mettre ce qu'on veut dedans. Et je me suis dit, c'est génial, j'adore. Et donc j'ai continué en parallèle jusqu'à devenir maître praticienne en hypnose ericksonienne. Je suis allée jusqu'au bout. Et j'ai pris aussi, j'ai continué à me former sur des thérapies spécifiques, comme les états du moi, pour l'insérer dans mes accompagnements, parce que je trouvais que l'hypnose que j'avais appris me suffisait pas. J'avais besoin d'avoir un cadre théorique plus avancé, quoi. Avancé, différent en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai continué avec Way Inside, avec le docteur Guillaume Poupard, me former sur plein d'autres choses. Je continue encore aujourd'hui et c'est... Ah, c'est génial.
Est-ce que dans ce switch-là de salariat à l'entrepreneuriat, est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments de remise en question, des coups durs, ou est-ce que pour toi ça a été un chemin plutôt tranquille? Parce qu'on sait, c'est pas facile. Enfin. Non, c'est pas... Alors, des moments de doute, oui, tout le temps. Hier, ce matin, tiens. Généralement la nuit, comme beaucoup de personnes. C'est vrai que j'ai un sommeil qui est beaucoup moins efficace par moment. Oui, beaucoup. Il y a des choses, mais il y a différentes choses qui m'aident. Déjà, j'ai commencé des études en psychologie, donc je me suis enfin lancée. Donc après 1 an en gros tu finis ta formation. Je finis ma formation, je me lance. Tu te lances. Et là, je me dis, il y a un truc, là j'ai envie. Là j'ai envie, c'est 5 ans, ok, bon, je suis pas si vieille que ça. Je vais le faire. Et on a une fac en France qui donne une possibilité assez géniale, qui est l'IED, qui est l'Institut d'enseignement à distance de Paris 8. D'accord. Qui permet de faire ses études à distance. Donc en fait, on reçoit nos cours et ensuite on va passer nos partiels, donc il n'y a pas d'emploi du temps, etc. Qui permet d'aller jusqu'au master de psychologie. Ce qui n'est pas le cas, il y a des facs qui font la licence à distance, mais toutes ne vont pas jusqu'au master. Elle va jusqu'au master. Et qui est un peu compliqué à entrer parce que c'est premier arrivé, premier servi, parce qu'il y a des milliers de demandes pour 500 petites places. Ouais. Et donc l'année dernière, je me suis dit, bon, je la tente. Ça marche, c'est que ça doit marcher. Ça a marché. C'était sur ton chemin. Voilà, c'était sur mon chemin. Et donc j'ai repris mes études. Et donc là, j'ai fait mes études de psycho. Et ça m'aide aussi. C'est-à-dire que d'un côté, ce que je fais, ce que je développe, en fait, c'est un peu tous les jours, on me redonne la motivation. Quand je fais un atelier, parce que je fais aussi des ateliers où je mixe l'hypnose avec la sonothérapie, etc. Quand je suis dans ces ateliers, quand je finis ces ateliers, je me dis ok, c'est ça en fait. Je suis bien là. Et il y a même des fois où il y a une anecdote où j'allais faire un atelier. Alors en plus, moi je fais ça avec des bols en cristal. Donc c'est encombrant et c'est fragile. Donc dans le métro, ça peut être un peu... Ce petit bébé là comme ça. Voilà, c'est avec mes petits bébés. J'en ai 6 en plus. Donc voilà. Et c'était un soir de semaine. Je monte avec mon matériel. Et il y a une dame qui râle, comme beaucoup dans le métro, etc. Et qui dit non, mais enfin, nous on travaille. Et en fait, sur le coup, j'ai même pas eu le réflexe de lui dire mais moi aussi, en fait, je travaille. Et c'est après, je me suis dit mais t'aurais pu quand même le dire parce que là, tu t'amusais pas en fait, t'allais travailler. Donc il y a vraiment cette notion de je me rends pas compte quand je travaille, quand je fais mes ateliers. Quand j'ai des retours de mes clients, des personnes que je reçois en coaching, en hypnose, c'est hyper satisfaisant. C'est un retour brut en fait de ce qu'on fait et ça me rebooste en fait à chaque fois. Et le fait d'avoir repris ces études de psycho à côté, d'autant plus parce que je vois mes limites aujourd'hui en tant qu'hypnothérapeute, je les connais. Et je suis complètement capable de renvoyer les personnes et justement je le fais très régulièrement et de travailler avec des psychologues, de travailler avec d'autres personnes, etc. pour aider au mieux les personnes. Et justement, ça me donne envie aussi de me dire ok, moi aussi je vais aller plus loin et je veux pouvoir aider davantage les personnes ou différemment en tout cas. Donc les deux en fait se nourrissent, c'est-à-dire que même si c'est très difficile, les études de psychologie sont des études de base c'est costaud, compliquées, costauds, et en plus quand on travaille, etc., ça l'est encore plus. Et de l'autre côté, en fait, oui, on se pose 10 millions de questions parce qu'on ne se rémunère pas toujours comme on voudrait et que ça demande beaucoup d'investissement de temps, de prospection, etc. aussi pour développer les ateliers, pour se faire connaître aussi en tant que hypnothérapeute ou hypnopraticienne. Et donc, c'est ça en fait qui fait l'équilibre. Et justement, donc, je disais, donc, tu te lances, quand on se lance comme ça, enfin, c'est quand même le grand écart, donc effectivement, déjà du salariat à l'entrepreneuriat, mais en plus dans un domaine qu'on ne connaît pas, enfin qu'on apprend à connaître.
À ce moment-là, tu dis, bon, bah en fait, je pense que ça me plaît vraiment quand même beaucoup, donc je vais finalement me lancer. Comment est-ce qu'on se lance? Enfin, comment est-ce que tu t'es dit, parce qu'effectivement, tu fais plusieurs choses, donc déjà se dire, bah en fait, je veux proposer des ateliers, je veux recevoir en cabinet, comment tu trouves tes premiers clients, enfin vraiment, comment se fait le démarrage? Eh bien, de façon très progressive, parce que je me suis pas lancée en me disant je veux recevoir en cabinet, je veux faire des ateliers et je veux faire de la formation. Ça s'est fait en fait de façon presque opportune et au fur et à mesure. Déjà, je veux recevoir en cabinet, oui, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup le groupe. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc, j'avais commencé assez rapidement à faire des ateliers de groupe d'hypnose où j'étais accompagnée par une petite musique. Voilà. Et déjà, ça prenait. Et je faisais en parallèle pour moi du yin yoga. Yoga doux, etc., qui finissait par un petit bain sonore. Et j'aimais bien, en fait, les vibrations, ça me parlait bien. Et je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi je ne mélangerais pas en fait l'hypnose avec les bols pour avoir à la fois les vibrations qui vont aider les gens à se détendre et l'hypnose et ma voix et mixer les deux et voir ce que ça donne en fait. Et c'est comme ça que sont arrivés les ateliers. Trop bien. Donc, au fur et à mesure. Et la formation après, au fur et à mesure aussi, d'opportunités de me dire, en fait, j'avais déjà donné des cours de marketing digital quand j'étais salariée. Et je me dis, mais pourquoi en fait, là, tu as le temps, justement, enfin, en tout cas, tu as le temps, tu as l'opportunité de dégager du temps dans ton emploi du temps pour le faire aussi. Eh bien, vas-y, en fait. Donc, c'est vraiment, ça paraît un peu dingue parce que c'est pas... quand on travaille là sur nos formations de coaching, il nous faut faire un business plan. Ouais, bien sûr. Bon, comment vous dire est-ce qu'on peut tuer le mythe du business plan tout de suite ou pas? Ça ne se passe pas du tout comme prévu. C'est surtout qu'en fait, ça évolue tellement. J'en ai pas en fait de business plan. J'en ai pas. Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur et c'est ça qui est assez dingue. C'est-à-dire que il y a un espèce de truc très satisfaisant de faire ce qu'on a envie de faire. Alors, je ne dis pas qu'on fait que ce qu'on a envie et que c'est facile et que voilà, il y a plein d'autres choses. Mais en tout cas, quand on a envie de se lancer dans quelque chose, eh ben on peut y aller en fait. Et il n'y a personne pour nous dire non, etc. Donc ça, c'est l'avantage. Bon, le désavantage, c'est qu'on est aussi qu'il n'y a personne pour nous dire faut y aller là maintenant. Oui, et puis des fois, on se sent potentiellement un peu seul. Et donc, voilà, il y a des inconvénients et des avantages. Je me suis découverte, en tout cas, entrepreneuse. Trop bien. Et aujourd'hui, effectivement, même si tout n'est pas rose, même si faut que ça se développe encore et que, eh bien, rien que le fait que je reçoive des personnes qui me disent, mais en fait, c'est une personne qui est venue vous voir, qui m'a dit, etc. Elle me dit, mais en fait, c'est ça, j'ai gagné, en fait, entre guillemets, parce que c'est ça, en fait, que je veux qu'il se passe. Donc, Aujourd'hui, Christelle, t'en as un tout petit peu parlé. Peux-tu nous en dire davantage sur qui est-ce que tu accompagnes et où est-ce que tu pratiques à Paris, enfin, en termes de tes ateliers, etc. Même le prix, si pour certains ça intéresse. Voilà. Ok, alors qui j'accompagne? J'accompagne des adultes. Alors je peux commencer à des personnes de 15-16 ans. D'accord. Généralement en dessous, je les adresse à d'autres personnes qui sont formées spécifiquement pour les enfants et les préados. Et je vais plutôt travailler avec des personnes effectivement dans le cadre de leur travail. Je vais avoir pas mal de sujets sur le burn-out. Alors du coup plutôt post-burn-out, parce que quand une personne est dans un burn-out, c'est d'un psychologue qu'elle a besoin. Une fois qu'elle sort la tête, qu'elle commence à sortir la tête du burn-out, alors je peux l'accompagner en hypnose sur la gestion de l'anxiété, sur se remettre dans son corps, etc. Et ensuite, j'intègre le coaching dans l'hypnose pour aider la personne à aller de l'avant. Et donc du coup, je vais suivre la personne pendant sa reprise de poste, voir ses entretiens, si elle veut changer de job, et jusqu'à la prise de poste et le nouveau job, et se dire ok, maintenant c'est quoi la base, pour remettre un peu qu'est-ce que la personne veut au final, qu'est-ce qui est important pour elle, et donc on va travailler sur tout ça. Voilà, et je vais travailler beaucoup sur la gestion de l'anxiété, voilà, l'estime de soi, forcément,
parce que c'est la base de tout. Ça, c'est la base de tout. C'est ça. Donc je vais recevoir ces personnes-là en cabinet ou en visio. Généralement les deux, on peut mixer les deux. C'est possible. On peut mixer les deux et ensuite je vais faire des ateliers. Ouais. Donc là, les ateliers, on mixe l'hypnose et les bols. D'accord. Les bols, les carillons, enfin il y a plein de choses, mais les gens, je laisse la surprise aux gens. Ouais, parce voilà, que il faudra venir tester. C'est ça, faut venir tester parce que les gens ont les yeux fermés. Ouais, bien sûr. C'est un atelier où les gens sont allongés, vraiment c'est 1 heure de détente. Et là, je le fais dans 2 endroits à Paris, un dans le Marais. D'accord. Ça s'appelle le Centre Élément. Et un autre qui est dans le 9e, près de Pigalle, qui est à l'hôtel Oeil. Trop bien. Et mon cabinet est à Nation. Ok, à Paris. Ouais, génial. Bon, il faudra vraiment venir tester parce que et on vous mettra de toute façon tout le descriptif dans les commentaires, exactement. Comment aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses et je trouve ça incroyable en fait parce que j'ai l'impression que tu as créé en fait ton propre accompagnement, c'est-à-dire que tu es en train de mixer du coaching à l'hypnose, à la potentiellement peut-être demain aussi la partie psychologie ou en tout cas t'arrives à nourrir de te nourrir de tout ce que tu as appris pour faire ton propre accompagnement. Donc ça déjà je trouve ça incroyable. Comment est-ce que tu vois évoluer ton activité si tu avais une baguette magique, comment est-ce que tu... Si j'avais une baguette magique, je pense que je l'équilibrerais comme je l'équilibre aujourd'hui. Avec plus de créneaux, forcément on a toujours envie d'avoir plus de créneaux remplis. Donc mais toujours de la même manière, c'est-à-dire que je pense que quand on va voir un thérapeute, quel qu'il soit, que ce soit un psychologue, un psychiatre, ou en hypnose, ou en coaching, on va voir une personne avant tout. Moi j'aime bien piocher, je me suis formée à Mosaïque, qui est un pendant de l'EMDR, le coaching, etc. Et je vais adapter, c'est-à-dire que quand il y a une personne qui vient me voir et me dit on va faire de l'hypnose ou du coaching aujourd'hui, j'en sais rien en fait. J'ai travaillé le coaching, c'est lié à la PNL, donc à la programmation neurolinguistique. Et en fonction de ce que la personne va m'apporter, et en fait, il y a des fois où on va pas faire d'hypnose pendant la séance. Des fois, on fera que de l'hypnose et je mettrai d'autres choses de coaching dans l'hypnose. Et c'est ça qui est hyper intéressant parce que justement, le fait d'avoir plein d'outils, et bien en fonction, il y a des jours où je vais utiliser plutôt un outil qu'un autre parce que je vais vraiment vouloir m'adapter au plus proche de la personne. Parce que des fois il y a des choses où les personnes ont besoin de plus de temps. Le but n'est pas de les mettre mal à l'aise, et de les mettre mal. C'est-à-dire que l'hypnose pour moi c'est un outil pour se faire du bien. Alors oui, on va chercher des choses qui sont pas forcément très chouettes en hypnose, mais je m'assure toujours de ramener les personnes, que ce soit en tout cas à un niveau où elles acceptent de le vivre, et ensuite de la ramener pour qu'elles soient bien. Avant de repartir. C'est important pour moi, parce que le but c'est de se faire du bien. Quel conseil tu donnerais à toutes les personnes qui souhaitent faire une reconversion professionnelle, Christelle, dans un milieu qu'ils ne connaissent pas du tout? Toi, si on revient un peu en arrière, quel conseil t'aurais aimé avoir Et moi, c'est un petit peu particulier parce que quand j'ai commencé, à aucun moment je me suis dit que j'allais devenir entrepreneur. Ah, c'est fou. Donc, vraiment laissé porter. Je me suis laissée porter. C'est vraiment le sujet et ça a été un très très gros exercice pour moi qui travaillait dans les chiffres, qui était très dans le contrôle. Moi, j'avais un plan de carrière à 4-5 ans, minimum. Là, je sais pas ce que va être le mois de septembre. Donc, mais quelque part c'est excitant en fait, c'est hyper excitant et du coup j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur le lâcher prise, et je travaille encore tous les jours sur le lâcher prise, etc. Donc peut-être justement ce lâcher prise, se dire tant qu'on a l'opportunité de, faisons-le. On a quand même la chance en France d'être beaucoup aidés. On peut avoir des aides un peu de partout, enfin voilà, il y a des choses à aller chercher. Et justement, tant qu'on a ces aides, pour moi, c'est l'opportunité. C'était un peu l'opportunité. J'ai une amie aussi qui est en recherche sur ça, et je lui dis, mais en fait, tant que tu as les aides, vas-y, teste, fais des choses, fais-toi plaisir. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave, tu reprendras
ta vie d'avant en tant que salarié, tout comme moi. C'est-à-dire que si un jour, vraiment, je retournerai travailler en entreprise. Et donc, c'est ça le truc, c'est plutôt de se dire... Pourquoi pas ouais. Et le risque, ouais. C'est ça. Et au pire quoi, ouais. Et au pire quoi. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet de au pire il se passe quoi. Et c'est un sujet que j'ai eu moi au début parce que quand on se lance dans quelque chose de complètement différent, on se dit toujours je pourrais revenir à mon métier d'avant, mais qu'est-ce qu'ils vont penser si jamais j'ai fait quelque chose complètement différent et que je reviens, ils vont dire tiens elle a raté. Et on est beaucoup et c'est très franco-français d'ailleurs de penser comme ça et c'est d'arriver à lâcher ça. Ouais, complètement. Lâcher ce truc de après tout je le fais pour moi, je le fais que pour moi, ça marche, c'est génial. Et si ça marche différemment, mais pas si ça marche pas, mais si ça marche différemment, eh bien je m'adapterai et on verra ce qui se passe. J'aime tellement la... Ouais. C'est facile à dire, mais moi je travaille beaucoup. Je travaille aussi beaucoup, donc, et je travaille beaucoup avec les personnes qui viennent me voir sur ça, justement. Donc c'est pas simple. Ouais. On va pas se mentir, c'est pas simple. Ça demande et puis ça demande beaucoup d'adaptation aussi. Quand on est salarié, on a un rythme. On se lève tous les matins, on part, on prend le métro, machin, etc. Et on a une routine. Et moi j'ai mis beaucoup et je mets encore du temps à me créer cette routine parce que tous les jours mon emploi du temps est différent et tous les jours il faut que je me connecte, ok qu'est-ce que je fais aujourd'hui, sur quoi je vais travailler parce que entre déjà mon activité d'hypnose en individuel, coaching en individuel, les ateliers qui ne demandent pas le même travail, la formation où je dois préparer des cours, je dois accompagner des étudiants, etc. Et mes études de psychologie, c'est pas du tout le même travail. Et donc, le cerveau aussi a besoin de s'adapter. Donc c'est vraiment un exercice différent. Et ça demande du temps aussi de s'adapter parce qu'au final, quand on est salarié, même si on bouge beaucoup, on a dans nos entreprises, etc., on a quand même une routine. Ouais, on a un cadre qu'on nous impose du coup, mais on a un cadre. Qu'on nous impose, mais qui est rassurant aussi, il ne faut pas se mentir. C'est vrai. Il est rassurant, et là, on a l'avantage de ne plus avoir le cadre, effectivement, de se créer son cadre, mais ça peut être difficile, donc se faire accompagner aussi. Moi, je me fais accompagner sur différents sujets. Par exemple, mes études en psycho, j'ai pris une coach pour m'aider à structurer ça et me retirer justement de la charge mentale. Le but, c'est de se retirer aussi de la charge mentale. Ce sont des choses qui sont faciles. Elle gère le planning de mes révisions. C'est très bien. Moi, j'ai pas besoin de m'en occuper. J'ai pas besoin de stresser sur ça. Et à côté de ça, je me concentre sur d'autres choses de mon entreprise. Voilà. Ouais, c'est vrai ce que tu dis et ça on n'en parle pas assez effectivement. C'est quand on se lance, c'est un peu le syndrome je pense de l'entrepreneur entre guillemets, de se dire en fait je suis un peu le super héros et je peux tout gérer et en fait de se dire qu'il y a des personnes qui sont passées par là ou il y a des coachs ou vraiment se rapprocher de personnes qui ont sont déjà passées par ces moments-là. En fait, comme tu dis, ça te rassure, ça te décharge aussi, ça te permet aussi de faire des petites piqûres de rappel et te dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça ». Et en fait, je trouve ça très humble et normal finalement de se dire que oui, tu es entrepreneur, mais non, tu ne peux pas tout faire. Et même, limite, tant mieux, parce que sinon, ça devient un peu dangereux, quoi, parce que tu es trop la tête dans le guidon, quoi. Mais c'est ça, moi, j'ai pas eu forcément le super-héros, l'effet super-héros, mais par contre, je me suis dit, si d'autres sont capables, pourquoi moi, je suis pas capable ? Ouais, voilà. Ouais. C'était plutôt dans ce sens-là. Et il y a des choses où, oui, dans l'absolu, je suis capable. Mais je suis capable en combien de temps par rapport à d'autres qui vont pouvoir m'aider et qui vont pouvoir structurer et surtout qui vont pouvoir me retirer cette charge, ce stress en plus que je vais avoir parce que faut gérer tout quoi. Tout. Ouais. Donc et puis il faut gérer l'URSSAF. L'administration française, on adore. Joie et bonheur. Trop bien Christelle, il nous reste 3 petites questions avant la fin. Ok. On t'a réservé un petit jeu. Ok. Un mythe
vs réalité. On va te poser des questions. Ouais. Tu nous réponds mythe vs réalité. Tu peux argumenter ou pas. C'est toi qui choisis. Ok. Es-tu prête? Vas-y, on va voir ce qui se passe. On saute. Mythe ou réalité, on te prend pour une gourou en tant qu'hypnothérapeute? Alors, j'ai envie de dire mythe et réalité. Ouais. Les deux. En fait, on t'a posé cette question parce qu'il y a tellement, je pense, d'idées reçues sur l'hypnose que je pense que c'est là, pour le coup, on a besoin que tu... Ok. Alors, je vais te raconter une histoire, c'est assez drôle. Enfin, c'est drôle. Dans la ville où vivent mes parents en Bretagne, il y a un magasin où on va souvent, on connaît bien le vendeur, etc. Et puis, je ne sais pas comment ça arrivé, mais il me dit, mais vous faites quoi comme métier? Et je lui dis... hypnose, enfin hypnothérapeute, hypnopraticienne, il fait non mais je peux plus vous regarder. Si. Tu vas pas tomber tout de suite, t'inquiète pas. C'est ça. Donc oui, il y a cet effet-là. C'est quelque chose que j'explique beaucoup au début. C'est pour ça que je dis mythe et réalité, parce que je prends du temps, et notamment dans les ateliers, parce que les ateliers, je les fais aussi en entreprise. Et il peut y arriver, et c'est arrivé récemment au mois de juin, où j'ai fait un atelier où les participants n'étaient pas au courant. D'accord. C'était une surprise de leurs responsables pour les détendre, etc. Donc ils sont tous arrivés, ils ont entendu hypnose, ils font wow, qu'est-ce qui va se passer, panique, etc. Donc je prends un temps pour expliquer. L'hypnose, c'est pas magique. L'hypnose, c'est un état de conscience modifié, on est conscient. Et ça surprend beaucoup les gens, parce que les gens vont arriver à la fin des ateliers en disant non mais moi en fait j'étais conscient tout le long, donc j'étais pas en hypnose. Si, en fait, être en hypnose, c'est être conscient. On se met nous-mêmes en état d'hypnose plusieurs fois dans la journée tout seul. D'accord. Un exemple, ça paraît aux Parisiens, mais pour ceux qui conduisent aussi, quand vous prenez le métro et que vous êtes parti dans vos pensées et que d'un coup vous relevez la tête et vous dites « Ah ben je suis déjà là ». Ouais, c'est vrai. Il aurait pu se passer n'importe quoi dans ce temps-là. Quelqu'un qui vous demande de vous décaler ou etc., vous auriez pu le faire, vous étiez là. Mais vous étiez là-bas aussi. Et en fait, ça c'est un effet déjà hypnotique, on appelle ça un état modifié de conscience. Donc c'est un état qu'on connaît déjà et dans lequel on se met la musique, c'est très hypnotique. La musique, vous voyez dans les festivals où il y a de la techno, on voit les gens danser bizarrement, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Ils sont en état de transe en fait, et donc transe hypnotique aussi, donc état modifié de conscience. Donc c'est pas magique, c'est pas quelque chose de magique. Ça m'est arrivé de refuser. Alors, moi, je prends pas directement les gens en cabinet. C'est-à-dire je leur propose qu'on s'appelle. Avant, voilà, on prend 20 minutes pour se présenter. Eux me présentent leur sujet et moi, je leur présente aussi ma façon de travailler. Et ça permet de se dire, ok, on va travailler ensemble avant de prendre un rendez-vous. Et ça m'est arrivé de refuser des personnes, et notamment une dame qui me dit en fait moi j'ai fait de l'hypnose une fois, ça m'a permis d'arrêter un comportement, mais maintenant je fais ça, c'est pire que l'autre comportement, donc je voudrais en fait que vous arrêtiez ce comportement et sinon au pire me remettre sur l'ancien comportement parce que il me gênait moins. Ah waouh. J'ai waouh, bah non en fait ça fonctionne pas comme ça en fait. Elle me dit parce que j'aime bien l'idée de la baguette magique. Bah non en fait il n'existe pas la baguette magique. Donc ça c'est un mythe. C'est un mythe. Quand on voit Mesmer faire des choses à la télévision, on se dit non mais les gens ils font n'importe quoi, etc. Les gens sont conscients de ce qui se passe. Les gens sont ok. Surtout c'est ça qui est hyper important. Les gens sont d'accord pour le faire. S'ils n'étaient pas d'accord, ils seraient toujours à leur siège. Et d'ailleurs, Mesmer le dit, hein, dans une salle à 1000 personnes, il y a peut-être 10 personnes qui vont réagir tout de suite. C'est pas que certains ne sont pas réceptifs à l'hypnose ou pas, on est tous réceptifs à l'hypnose. C'est juste que certains vont partir plus vite et vont être d'accord pour partir plus vite. Pendant que d'autres vont résister, Ou d'autres résister ou être moins à l'aise, etc. J'ai l'habitude de dire on est tous réceptifs à l'hypnose, mais pas forcément à l'hypnothérapeute. Ouais, ok. Et ça, c'est important. Et donc, oui, il y a beaucoup de mythes dans l'hypnose. On ne perd pas conscience en hypnose. Si on a des choses qui sont désagréables qui se passent en hypnose, on a le choix de rouvrir les yeux, de sortir de son état hypnotique seul. On ne peut pas rester coincé en hypnose, c'est pas possible.
on revient forcément parce que de toute façon notre inconscient, celui qu'on va visiter en hypnose, il est là pour nous maintenir en vie. Donc il ne fera rien qui nous mettra dans une position où on sera en potentiel danger. D'accord. Merci d'avoir clarifié. Voilà. Mythe ou réalité, Christelle, tu prends les énergies des gens? Alors, là c'est notre côté très spirituel, donc oui, voilà, vous l'avez vu. C'est quoi cette histoire? Vu que c'est un métier humain, j'imagine qu'il y a des gens qui vibrent à différentes fréquences, plutôt positives, d'autres négatives. Tu vois, on arrive tous avec une énergie fatiguée, en forme, enfin voilà. Des histoires aussi, des vécus qui sont plus ou moins lourds et où tu peux te dire waouh, là c'était costaud, ça m'imprègne en fait, ça me. Ah, dans ce sens-là où je suis impactée parce que là, prendre l'énergie, je voyais quoi, un truc Marvel, un truc. On a dit pas de magie. Pas de baguette magique. Alors, on apprend, notamment en coaching et dans les formations, à avoir la bonne posture. C'est hyper important de travailler cette posture. C'est pas toujours facile. On a des personnes qui viennent nous voir qui sont en souffrance. Forcément, ça ne viendrait pas nous voir. Moi, je me rappelle d'une personne que j'avais eue qui était vraiment en souffrance, qui allait vraiment mal. Et j'ai senti, en fait, la tristesse aussi monter chez moi. Et parce qu'on me l'a appris, parce que je l'ai travaillé, etc., eh bien, j'ai pris un moment de recul à me dire alors ça t'appartient pas, c'est pas ton émotion, c'est ok qu'elle soit là, mais là ça va pas l'aider. Ça va pas aider la personne en face que d'être avec elle. C'est la différence entre empathie et sympathie. C'est-à-dire, on reste empathique, mais on n'entre pas on fait ce qu'on peut en tout cas pour ne pas entrer dans la sympathie avec les personnes qu'on reçoit. C'est aussi une façon de garder la distance qui va nous permettre d'aider la personne. Parce que si on est trop avec elle, on n'est plus dans notre posture d'accompagnant et on n'est plus capable d'aider. C'est un peu l'histoire de faut s'aider avant d'aider les autres. C'est ça en fait, c'est de garder la position pour aider la personne. Bon, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais on l'avait quand même posé. Est-ce que c'est un mythe du coup ou une réalité que tout le monde peut être hypnotisé? On est vraiment tous réceptifs à l'hypnose? Oui. Ok. On est tous parce qu'on le fait nous-mêmes tous les jours pour nous. Et donc du coup effectivement quand les personnes te disent ah bah moi ça n'a pas marché sur moi, c'est qu'en fait il n'a pas eu ce lâcher prise ou... Ouais, il y a ça, il y a des personnes qui vont être extrêmement dans le contrôle. Les gens qui vont être dans le contrôle très très avancé parce que leur vie fait ça aussi. Quand on a des enfants à gérer, un boulot, un machin, etc., on est dans le contrôle. On est dans une société qui nous apprend à être dans le contrôle. Être en colère en entreprise, c'est pas bien vu. Il faut être dans le contrôle de ses émotions. Il faut toujours tout contrôler. Et donc, on est dans ce domaine-là. Et ce qui fait qu'on a des gens qui sont très très dans le contrôle. Quand on est très dans le contrôle, on est hypnotisable, mais on va mettre plus de temps. On va mettre plus de temps où il va falloir passer par d'autres. C'est en gros, la porte est fermée, on passe par la fenêtre. On peut faire de l'hypnose très très légère aussi. Quand quelqu'un vous dit c'est le brouillard dans ma tête, etc. Ok, il est comment ce brouillard dans la tête? Il est tout gris, machin. Il ressemblerait à quoi? Ça serait plutôt comme un nuage. Là déjà, on est dans un état un peu décalé de conscience. Et déjà, on peut commencer par entrer par ces portes-là. Après, ça peut se faire de façon très naturelle, et en tout cas, moi, je prône le très naturel, c'est-à-dire que vous me verrez pas en cabinet tirer une main et puis pouf, la personne est là. Alors ça marche, c'est vrai, ça marche, mais c'est de l'hypnose de spectacle. Voilà, et c'est en ça la différence, et gardez en tête la différence, c'est que quand vous entrez dans un cabinet d'hypnose où quelqu'un est là pour vous aider, c'est vous le sujet, c'est vous la personne qui a besoin d'aide, alors qu'en hypnose de spectacle, le client, c'est la personne qui regarde. C'est pas la personne qui est hypnotisée. Donc, c'est ça la grande différence. Moi, je n'ai aucun intérêt à vous faire la poule, le truc, etc. dans le cabinet. Bon, ça m'amuse pas beaucoup, et puis ça va pas beaucoup vous amuser. Et en tout cas, vous n'êtes pas venu pour ça, quoi. Et justement, dernière question par rapport à ça, tu en as un tout petit peu parlé tout à l'heure, tu as parlé un peu d'inconscient.
l'hypnose, en fait, ça sert à quoi? Est-ce que ça peut révéler certains souvenirs enfouis ou même oubliés? Enfin, quels sont les bienfaits de cette pratique-là, en fait? En gros, si on devait donner une image, notre inconscient, ça serait comme une grosse bibliothèque de ressources. Mais des fois, on a des ressources qui, dans des livres, qui sont tombés derrière l'étagère ou qui sont derrière, qui sont un peu planqués, etc. L'hypnose, le principe, c'est d'aller se rendre dans cette bibliothèque, un peu, ou sinon, là, on a Vice Versa 2 qui sort, donc avec les petites bulles, là. Ouais, c'est vrai, j'adore. Voilà, le principe, c'est d'aller visiter tout ça et d'aller pouvoir peut-être rechercher des livres qui sont tombés derrière, les faire ressortir, et donc faire ressortir des ressources. Ça permet aussi, en fait, l'inconscient peut, pour nous protéger, bloquer des souvenirs, bloquer des choses qui aujourd'hui nous posent problème. Dans le cas où ça ne nous pose pas de problème, on n'a aucun sujet à les chercher. Mais si on se rend compte voilà, qu'il y a des choses, ça peut permettre de faire ressortir des choses qui ne sont pas forcément toujours très agréables, mais qui permettent de les gérer aujourd'hui. Via l'hypnose, via de l'accompagnement psychologique, via tout ce qui peut se déployer derrière. Mais en tout cas, voilà, c'est à ça que ça sert. Sachant que effectivement, ça sert surtout à aller chercher des ressources. En tout cas, pour moi, c'est ma façon de faire. Je vais d'abord aller chercher des ressources avant d'aller tenter des choses. C'est passionnant, franchement, on pourrait t'écouter des heures. Avant-dernière question. On aime bien poser cette question, quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Qui peut être d'ailleurs lié à ton rêve le plus fou, peut-être, je ne sais pas. Pourquoi je fais tout ça? Parce que j'ai l'impression d'être au bon endroit. Tout simplement, au final. Mais oui, c'est quand je fais mes ateliers, quand je reçois les personnes, ou même quand je partage quelque chose en formation, etc., je me dis que je suis au bon endroit. Tout va bien. Ça fait sens. C'est ça. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup Christelle. C'était un plaisir de t'avoir sur cette saison 2 du podcast. Raconte-nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, Christelle? Un dernier mot comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que ça continue et que ça s'amplifie et que ça remplisse des agendas, et que ça continue. Et que tu termines tes études aussi en psycho. Ouais, mais ça, je l'ai terminé, c'est l'intuition. Alors, non, peut-être pas l'attention, mais en tout cas... C'est bien. Non, mais ça, je vais finir. C'est ça, pour le coup, je vais finir. Trop bien. On mettra du coup en commentaire toutes les informations, donc ton Instagram, site internet. Oui. Et là où effectivement, on peut te retrouver lors d'ateliers. Encore vraiment, merci pour toute ta générosité. On a passé vraiment un super moment. On a aussi pour habitude de finir, et elle n'était pas au courant, par un petit check ou un petit mouvement de ce que tu veux. Enfin, un petit cri, on n'a jamais fait un petit cri, mais voilà, quelque chose que tu as envie de faire spontanément avec nous ou sans nous. Un petit truc de fin, quoi, tu vois. Histoire de... Tu veux qu'on passe ça? Allez, on peut faire ça. Je ne sais pas quoi vous proposer d'autre. Écoute, on fait ça. On te dit à merci. Merci. Voilà. On vous dit à mardi prochain. On se retrouve très très vite. On vous fait plein de gros bisous. Et surtout, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Des bisous.